Salher, na Ter Mapsut. Je tiens à remercier Dr Makram Bess et également le CEFREPA d'offrir à la nouvelle mission archéologique de franco-koweïtienne de Failaka et Carros l'opportunité de pouvoir s'exprimer ce soir. Je voudrais... tout le monde comprend le français? Ok. Donc, ça sera en anglais le PowerPoint. L'objet de cette présentation n'est pas tant d'avoir une discussion scientifique sur nos résultats, de débattre de la valeur de nos travaux archéologiques, mais plutôt, compte tenu du fait que les responsables de la mission archéologique, Mathilde Gelin et moi-même, sommes impliqués dans le projet de candidature de l'île de Failaka au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idée, c'était de revenir sur ça depuis la découverte de la forteresse hellénistique de Failaka, car c'est avec les fouilles de 1958 à 1963, les fouilles de la forteresse hellénistique de Failaka, que l'histoire de l'archéologie a commencé au Koweït. Donc ça l'a fait depuis 1958, cela fait maintenant 67 ans qu'il y a des fouilles sur l'île de Failaka, et très rapidement la découverte de cette forteresse puis des sites de l'âge du bronze ont connu un retentissement assez important dans le monde scientifique, et la population koweïtienne s'est appropriée cette histoire, et Failaka est devenue, en particulier, comme on va le voir, la forteresse hellénistique, un symbole national. Avec le développement des coopérations entre le Koweït et des missions archéologiques internationales, il s'est avéré que l'île de Failaka était d'une richesse extraordinaire en sites archéologiques, et on est passé d'un symbole national aujourd'hui à des perspectives de classement sur la liste du patrimoine mondial au vu de l'ensemble de ces découvertes archéologiques. Et enfin, je terminerai par une présentation rapide des travaux de la nouvelle mission archéologique. Et je rappelle donc que pour nous, œuvrer pour que Failaka puisse un jour être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, c'est une vieille histoire, parce que déjà en 2012, le docteur Sherab, qui était directeur du département des antiquités du Koweït, nous avait permis de faire venir des spécialistes pour travailler dans cette perspective. Il avait déposé une première liste indicative en 2013, qui n'avait pas donné lieu à des suites. Puis ensuite, sous son impulsion, avec le secrétaire général du NCCAL, nous avions relancé un projet entre 2015 et 2017 pour arriver à faire classer la forteresse hellénistique, l'établissement hellénistique, et en particulier la forteresse, au patrimoine mondial. En 2022, je crois, on en a reparlé avec Makram, donc directeur du CEFREPA, et en évoquant la perspective de créer une nouvelle mission, je dis, bah voilà, on a ça sous le coude, ça n'a pas abouti, le gouvernement koweïtien
avait cette volonté, ça serait bien qu'on relance les choses. Et donc, on a retravaillé avec le World Monument Fund à ce projet. Et il y a parmi nous Étienne Lénard, qui est également, en tant qu'architecte, impliqué dans le projet. Et au titre des questions de préservation, de conservation. Et l'idée du NCCAL et du gouvernement koweïtien a été d'élargir, au-delà de la forteresse hellénistique elle-même, à l'ensemble de l'île de Failaka. Alors, vous voyez ici Tarek Rajab, le premier directeur des antiquités du Koweït, et qui a participé avec la première mission archéologique à fouiller la forteresse, qui a participé donc aux fouilles de la forteresse hellénistique. Alors, je reviendrai régulièrement sur les cartes, parce que vous voyez que Failaka, eh bien, c'est tout un ensemble tout autour de l'île de sites archéologiques, même si on va beaucoup se concentrer dans cette zone, la zone sud-ouest de l'île, où se trouvent les principaux sites de la période du bronze et hellénistique. Mais on verra qu'il y a des sites un peu partout dans l'île. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 67 ans qu'ont commencé les fouilles de la forteresse hellénistique de Failaka et l'histoire de l'archéologie au Koweït. Donc, vous voyez ici la première mission archéologique internationale des Danois qui ont été mandatés entre 1958 et 1963 pour fouiller un tel qui avait été aperçu. Il y avait déjà eu précédemment des inscriptions grecques qui avaient été mises au jour, et ils ont découvert un des monuments principaux de la forteresse, sur lequel on sera appelé à revenir, le principal temple de la forteresse. Donc, vous avez ici une vue de cette aire archéologique qui est au sud-ouest de l'île. Les premières fouilles ont donc été menées au Tel Saïd, Tel F5, avec la forteresse hellénistique, et quasiment en même temps au Tel Saad, Tel F3, puis en F4. Donc ces trois sites ainsi qu'en F6. Donc en différents lieux de cette ère archéologique, la mission danoise a mené des fouilles sur des sites, on va le voir, tout d'abord hellénistique, la forteresse, ici, le Terracotta Workshop en F4, période hellénistique également, puis en F3, un village avec un sanctuaire, la période du bronze, donc village période d'Imoun, puis période cassite et sanctuaire cassite. Enfin, ici, un bâtiment dit le palais, qui n'est en fait pas un palais, mais il a été vu comme tel au début, et qui est un bâtiment à vocation économique, qui est également de la période de Dilmun. Cette découverte, comme je le disais tout à l'heure, a eu un retentissement assez significatif dans le monde scientifique, et les questions relatives en particulier à la forteresse hellénistique ont été immédiatement l'objet de débats, Failaka, sur les routes des échanges maritimes entre l'Inde, la Mésopotamie, puis
la Méditerranée, et également toutes les questions relatives, on va le voir, à l'architecture du temple principal de la forteresse, des questions concernant des inscriptions grecques, des débats autour d'inscriptions grecques importantes de la forteresse, que l'on verra également. Alors, là, vous voyez ici une des colonnes du principal temple de la forteresse. Alors, évidemment, cette colonne était bien plus haute. On en a retrouvé ici qu'un tambour. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter, pour un temple grec, évidemment, on retrouve un chapiteau ionique, donc classique, parfaitement grec, pas de surprise. En revanche, ce qui est moins commun, c'est l'association avec la base de la colonne, qui est perse achéménide, de style perse. Et on a là l'illustration typiquement de ce qu'est la période hellénistique, c'est-à-dire la rencontre entre l'hellénisme et les cultures orientales. D'autre part, on suppose que le commanditaire de la construction de la forteresse était Antiochos Ier. Alors j'en profite pour raconter une petite histoire un peu savoureuse. C'est que vous savez que Alexandre le Grand avait poussé ses généraux à se marier avec des femmes orientales, perses, et à sa mort, la plupart de ces généraux ont répudié leurs épouses orientales. Mais pas le général Séleucos. Séleucos était amoureux d'Apamea, et ils ont eu un fils, donc une Perse d'Afghanistan. Ils ont eu un fils, Antiochos Ier, donc qui est né d'un mariage mixte entre un grec macédonien et une orientale. Et c'est lui qui aurait fait bâtir cette forteresse, et il est l'incarnation donc de cette rencontre entre Orient et Occident que symbolise également cette colonne. D'autres éléments de l'architecture de ce temple sont le reflet de cette rencontre entre Orient et Occident, à tel point que ce temple est devenu un parangon de la période hellénistique et de l'art de la période hellénistique, et qu'on l'a retrouvé très rapidement dans la plupart des livres d'histoire de l'art. Donc, les fouilles toujours de la forteresse hellénistique, je vous ai dit, elles ont eu un retentissement important dans le milieu scientifique, mais comme vous le voyez ici avec ces timbres de 1972, et là on peut remercier le docteur Hassan Ashkanani qui a produit un livre très intéressant dans lequel il a recollé divers éléments, cartes postales, timbres, et notamment ces timbres. Et on voit ici donc l'illustration de cet engouement pour cette forteresse hellénistique et son temple, qui est donc avec toujours ces motifs décoratifs grecs et perses. Et ça devient donc un élément d'appropriation nationale pour le Koweït et populaire, comme on va le voir. Donc on retrouve très rapidement des cartes postales qui sont éditées à partir notamment des photos de la mission danoise. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez aussi à Failaka, au Heritage Village, donc les fameux acrotères du temple A. On en retrouve ici le motif sur une porte. Et on retrouve également le motif des chapiteaux et de la base
du chapiteau ionique et de la base perse, avec les acrotères, évidemment, sur le principal billet koweïtien, le billet d'un dinar. Alors, vous avez aussi un autre exemple de cette appropriation ici au musée d'art moderne de Koweït, une œuvre du fonds permanent du musée d'art moderne de Koweït. Donc on retrouve divers éléments, l'idée d'inscription grecque, les acrotères, la colonne, de nouveau les acrotères. Une exposition temporaire autour d'un atelier au musée d'art moderne. Donc une fois encore la colonne avec son chapiteau ionique et sa base achéménide. Donc on a eu la reconnaissance scientifique internationale, l'adoption de ces découvertes par l'État et la population koweïtienne, et sous l'impulsion donc du directeur des antiquités, Shehab, les collaborations internationales, les partenariats avec des missions étrangères se sont multipliés. Donc vous voyez ici nos prédécesseurs de la première mission française, Jean-François Salles et Olivier Callot, qui étaient donc les fondateurs de la mission archéologique française au Koweït, et à laquelle Mathilde Gelin et moi-même avons appartenu jusqu'en 2010. Vous voyez comme j'étais jeune, beau aussi. Alors, donc ces collaborations internationales, bah, c'est tout d'abord, évidemment, on va le voir, je vais passer en revue les découvertes de ces différentes missions. On va commencer chronologiquement par la période du bronze, avec les premières fouilles menées par la première mission danoise. Donc ici, au tel F3, vous voyez ce village de période de Jilmun, puis de Kassite, et on le verra, un sanctuaire ici, sanctuaire terrasse. Puis en F6, vous avez ici ce bâtiment à vocation économique appelé le palais ou palace. Donc tout ça a été fouillé par la première mission danoise, et le monument qui est ici, on le verra plus tard, est un grand temple également de l'âge du bronze, qui a été fouillé par la première mission française. Donc vous avez ici une vue au tel F6 de ce bâtiment à vocation économique, de production. On y a trouvé notamment un travail autour des dattes, de la production de bière à base de dattes. Vous avez ici au tel F3 l'habitat, donc un village, des fonctions domestiques avec également quelques éléments de production. Et vous avez ici le sanctuaire terrasse, un sanctuaire qui est en terrasse avec ici des pierres dressées, ce que l'on appelle donc des bétiles, qui étaient honorés à l'époque. Alors ce palais et le village et le premier village sont de période Jilmun, donc on va dire première moitié du deuxième millénaire avant notre ère. C'est le bronze moyen, et ici ce sanctuaire est de période cassite, seconde
moitié du deuxième millénaire et donc le bronze récent. Je vous l'ai dit, un autre monument ici, carré, qui a été interprété par les Français, qui a été fouillé par Yves Calvé et Marielle Pic entre 1984 et 1988, qui a été interprété comme un tombeau-tour, ce qui est largement discuté par les Danois qui n'avalisent pas cet aspect. Un temple tout à fait massif. Vous le voyez ici. Une autre mission danoise de 2008 à 2017 a fouillé, a repris les fouilles et a essayé d'établir la stratigraphie, les relations stratigraphiques entre ce temple donc d'Enzag et la période, la zone à vocation économique ici. Vous voyez ici des différents fours qui ont été mis au jour par cette mission danoise. Vous voyez la grande tranchée qu'ils ont pratiquée. Et ici, l'angle du bâtiment qui avait été trouvé par leurs prédécesseurs danois dans les années, à la fin des années 50, début des années 60. Sorry to disturb, but can you give brief in English because the session was written and it will be in English and French, and I feel lost. Okay. Thank you. Here you have stamps. You have stamps, Dilmunite stamps, and you have these figurative draws of the print of the stamps. And you have to know that in Failaka, during the Dilmun period, we have more seals than in Bahrain, which is the capital of the Dilmun civilization. Many more seals of this period at Failaka. At the Tel F3, the Danish mission, the new Danish mission, the second one, excavate again a village from the late Bronze Age, the Kassite period. And recently, in November, the third Danish mission, the new one, discovered this sanctuary, this temple, also from the Dilmun period. So it's a big discovery. Since the end of the 50s until 2025, we have still discoveries, important discoveries for the Bronze Age. And in the religious, some pearls which were discovered by this mission, Ole, who conducted the excavation. And these are some burials in the east of the island. I did some survey and I found, but also the Department of the Antiquities of Kuwait found several Bronze Age sepulture, and we can see the ceramic here, which is typical from the Dilmun Barbar period. Now, the Hellenistic settlements of Failaka, Ikaros. We have at the southwest, as I said, the main part of the archaeological site, and we will see new discoveries at Al-Qurayniya
and possibly Al-Khidr for the Hellenistic period. For the Hellenistic period, the first Danish mission excavate the terracotta workshop, this building. We don't know exactly what is it. It was supposed to be for the production of terracotta figurines, because molds were discovered. And they excavate this big monument, this important monument, the Hellenistic fortress. The first French mission with Anico Bay excavate here the sanctuary of Artemis on the beach here. In it was in 83 and in 84 the French mission excavate Tel Khazne, sanctuary of the Achaemenid and Hellenistic period. So for the terracotta workshop, you see it's near the Tel Saad F3 with the house, the rest house called the House of the Sheikh, and you have this building here during its excavation. You can see here reconstitution. It's not completely. It's not a completely good restitution. There is some mistakes, but it can give us an idea how could be the Hellenistic fortress. You have there the terracotta workshop and the Artemis sanctuary here, and the fortress. One of the mistake is that it was impossible to accost, to arrive by the sea with boats, ships here. So our work since many years was to refine the chronology of the fortification. I'm especially in charge of the study of the fortification, and you have an aerial view of the fortress. And the first fortress was a square, 60 meters by 60 meters, with 4 angle towers, a gate at the foot, gate tower, and a little gate at the north, and probably a wall defending this gate at north. And as I said, it was built by Antiochus I at the beginning of the 3rd century. This first period go from the beginning of the 3rd century to the middle of the 3rd century. And it's the first phase of the fortress. In a second phase, they added towers here and there, and they built also a chicane, built axis, and they reinforced the angle towers. Some Greek inscription from this period of the first officer of the fortress, Soteles the Athenian. He is honoring gods and goddess, Greek gods and goddess, and a restitution of the 2 temples of inside the fortress. You have the south gate tower here, and the main temple, and a little temple here. And you can see, as I said, the columns are mixed between Persian and Greek style. And here you have also a decoration typically Greek,
and a flat roof as an oriental roof. The second period, the fortress, the site was occupied by local people. They didn't maintain the fortification, and it was in this period just a village. They took the stones for building houses inside the fortress. The third period, the Greeks came back, took the fortress, reinforced the fortress with they rebuilt the towers, the ramparts, and extended the fortress at the north, and dug a big moat surrounding the fortress. You can see typical Greek material with Greek coins of Antiochus III, and this important stela with a Greek inscription. I will come back later on it. Example of our excavation, I excavated this south angle tower, the west tower, and we find that there is not only one but two towers, one above the other, and inside the towers, this tower, we found also previous Bronze Age levels. For the Hellenistic settlement, we have also, I told you, the sanctuary of Artemis on the beach. How it was discovered in the 83 with its plan and restitution. Tel Khazne, the sanctuary of Tel Khazne, the many discoveries, many figurines from the Achaemenid period, and coins from the Hellenistic period, and the map of the plan of the remains of this sanctuary. Recently, the Italian mission, which worked in Corainia on the north coast, discovered a building from the Hellenistic period with a courtyard, and we can suppose that it was on the north coast, probably at Corainia and possibly at Al-Khidr, where we had maybe the port of the Hellenistic period. And you can see on these pictures, a port don't need absolutely big structures, big installation. You see, you can put directly the boats. It's a big boat here. You have a little one, but also big boats directly on the beach. After, at the late Hellenistic period, the Seleucid Empire retreat, and a new discovery of our work is that we had, after a period of abandonment, the fourth period, we had a reconstruction above the site of the fortress of a village. Not just some few houses as we thought previously, but a real village. And we thought previously that the demographic location was in Kuwait at the site of Akaz, but now we know with our excavation that in Failaka, after a while, the people rebuilt a village, absolutely not a fortress. And you can see this is the west rampart, and upon the rampart you can see several walls here, and here, sitting on the rampart. You see the mud bricks wall of the rampart, and they were in the kingdom of Karasen. For the early Islamic period,
We have mainly the site of Al-Qusur at the center of the island, but also other sites, Al-Qurayniya and possibly Al-Saida, some current discoveries. At Al-Qusur, it was a Christian monastery. The first French mission discovered this church, and under the direction of Gelin, the excavation tried to demonstrate that it was a monastery or a church of a village. And when Julie Bonneric took the direction of the mission, they discovered this refectory and this installation for the production of food. So it's typically installation for monks. You have some restitution of the church here and the habitation of surrounding the church at Al-Qusur. Recently, the Slovakian mission found an important well also on the site of Al-Qusur. And we have also the Italian mission on the coast, which found structures from the early Islamic period, and possibly also Qurayniya could be the port of Al-Qusur. So the Christian site of Al-Qusur and possibly the port of Al-Qusur, which was also probably the port of the Hellenistic period. For the late Islamic period, we have, you see here, Al-Saida, Ibad Ad-Dasht, Al-Qurayniya, Al-Awazim. We have many sites in green of this period. The excavation conducted by the Polish mission uncovered a mosque and a village. Also, the GCC, the joint mission of the countries of the Gulf, Kuwaiti and GCC members, excavate the site of Saida, and they found also a village and a mosque. And in all these villages, we see activities, mosque, activities of fishing, the life of these villages. Now, the work of the new French archaeological mission of Failaka, we try to be in the framework of the scientific recruitment, but also in the perspective, in the view of the UNESCO list and the preservation of the sites. I worked this campaign on this sanctuary. You remember the sanctuary of Artemis on the beach, which was partly destroyed by the sea, as you can see. You have here so the remains, the actual remains, and with the destructions, and you have the map of the stage of its discovery in 83. You can see maybe 60% of this monument disappeared. And you can see the front of the sea came in 83 here, and now it comes here. It comes here and destroyed this sanctuary. The sanctuary at the moment of its discovery
and the proposal of restitution. We did that for saving. It was an emergency work that it was for preserving the information, the data, if a storm destroyed it, and we don't want to lose all the information. The work on the temple, you can see 3D restitution, and you have the proposal of the restitution by the first Danish mission with the stela of Icadion here, and the 3D model, what we can do with the 3D model. We record also with LIDAR the other installation, like the house of the chef, and you can see what it's possible to do and why we did that also. Because in 23 this monument was in a big danger to disappear, to be destroyed also. So you have recording by LIDAR, or radar. It means technique of radar. With that you can try inside the monument, and you can have directly the map of the building. This is the survey of our team of geophysicians. They worked. They started their work on the area of the fortress, and you can see they find anomalies, and we have to determine if it's really archaeological remains or not. And in the fortress was an important well. The Danish discovered a part of this well, and with Mathilde Gelin we discovered the bottom of the well some years ago. And Mathilde, working in this place, found, you see the bottom of the well, the beginning of another installation related to fresh water, probably a well. And you remember that I spoke about the well of Al-Qusur, which was found some months ago. And Mathilde Gelin discovered that in 2018, and she's actually working on it. So you have the first well here, and she's actually working here for uncovering this well. You have an idea of the survey conducted by Marie Laguardia for finding where the necropolis of the Hellenistic period. And you can have a quick view of the members of the mission working. Laurent Dacosta with his LIDAR, LIDAR, recording the remains. Olivier Mario, which work is a geographer, and he work on GIS, and is taking pictures for photogrammetric model. Mathilde Gelin working at the well, co-director of the mission. Romain Aubrin, specialized of the stone, a companion. Me. Our geophysician team, Alban Saint-Honois, Marc Pessel and Herman, Valère Bambo, who worked with Mathilde at the well,
and Marie LaGuardia, which worked on the survey of the necropolis. And really, I'm very happy because it's a very good team and very sympathetic. And I finish about Nada and Emisa, which enjoy our journey at on the exhibition. And I hope that we will speak, because the time is past, we could speak about the interest, why I show you that in the perspective of the UNESCO list. I would like to say some words about that, but I'm waiting your question if you have some questions. And I want to thank a lot also the members, the leaders of the other missions, Fleming, Oylung, Ole, Agnieszka from the Polish mission, the Slovak mission, Hamed Mutairi, and the Italian mission. All they answered and gave good information, and it's a way of collaboration in between us, in between the different archaeological missions in Failaka. Thank you, Jean-Michel.